Monsieur le Président de la République, Mesdames et Monsieur le Ministre, Messieurs les préfets, chers confrères, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, chirurgien orthopédiste et député local, il me revient, cher Président, l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde sur la médecine de proximité. Mais tout d'abord, merci de cette visite. Elle honore tout le pays d'Auge et démontre votre attachement aux patients autant qu'aux professionnels de santé. Et elle affirme ainsi tout l'intérêt que vous portez aux réalisations concrètes et aux initiatives locales. Depuis plus de 15 ans, sur des tribunes diverses, j'avais tenté d'alerter sur l'avenir noir de la démographie médicale. Et dès l'an 2000, l'URML, l'Union régionale des médecins libéraux, a lancé une grande enquête sur le devenir et les devoirs des professionnels et les désirs des professionnels de santé. Sous l'impulsion de son président, le docteur Antoine Leveneur, un dynamisme novateur s'est imposé avec la volonté d'aboutir à des propositions concrètes des médecins libéraux se voulant responsables de la santé de leurs concitoyens. Et c'est ainsi que dès 2005-2006, Antoine Leveneur, Gilles Tonani et Françoise Dumay, médecins inspecteurs, avec l'aide de l'État, le soutien de l'Ordre des médecins, ont créé des maisons de permanence des soins qui ont rapidement couvert tout le Calvados. L'étape suivante fut la création de ces PSLA, pôles de santé libérale et ambulatoire, avec l'aide, là encore, de l'État, de toutes les collectivités, dans un cadre de schéma régional pour toute la Basse-Normandie. Et c'est pour cette raison que vous êtes ici ce jour. C'est une réponse parmi d'autres, mais est-ce suffisant pour assurer à tous des soins de premier recours? Monsieur le Président, nous entendrons Christophe Erlacher. C'est un jeune médecin qui vient de terminer son internat de médecine générale. Il évoquera avec vous les problèmes de formation. Le docteur Piton, installé à Orbec depuis 19 ans, président de l'association du pôle de santé et président du club de karaté, soulignera la place des personnels paramédicaux dans ce travail pluridisciplinaire. Le docteur Piton traitera de la genèse du projet de ce pôle de santé. Madame Isabelle Alvino, infirmière libérale, installée, elle, depuis 19 ans dans l'agglomération caennaise, possédant un DESS de gestion des entreprises et ancienne présidente du SNIL, soulignera la place, elle aussi, des personnels paramédicaux. Le docteur Stéphanie, 62 ans, est installé en médecine générale depuis 32 ans. C'est un ancien interne des hôpitaux périphériques, excellente formation pour la médecine générale. Il évoquera la vie quotidienne du médecin et dressera un tableau des difficultés administratives dans lesquelles beaucoup de nos confrères se reconnaîtront. Enfin, Madame Carole Petit, mère de 3 enfants, vous parlera de ses attentes en tant que patiente et vous demandera quelles assurances vous pouvez lui donner pour l'avenir. Hasard du calendrier, Monsieur le Président. En cette journée mondiale du sida, on mesure l'importance et la place du médecin généraliste en matière de prévention, d'information et de conseil. Aussi, notre question qui va guider nos débats est la suivante, Monsieur le Président. Comment voyez-vous l'avenir de la médecine de proximité, notamment dans les zones rurales? Cher Claude, merci de cet accueil. Monsieur le maire d'Orbec, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être dans, j'ose pas dire ce village, cette ville, cette petite ville, je veux prendre le mot le plus valorisant, mais dans cette Normandie que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Et j'ai choisi de venir accompagner des ministres, Xavier Bertrand, qui a vraiment toute ma confiance pour cette mission essentielle que nous lui avons confiée avec François Fillon, avec Nora Béra, qui est à ses côtés, et Elisabeth Hubert, qui a fait un rapport remarquable. Quel est pour répondre à la question de votre député, Claude Letertre, quelle est notre idée? L'idée est la suivante. On a, sur les 3 premières années de mon
mandat présidentiel, consacré beaucoup d'énergie à réformer l'hôpital qui se trouvait confronté à des problèmes de gouvernance, le pouvoir étant disséminé entre tant d'acteurs que tout le monde avait le pouvoir de dire non et personne n'avait le pouvoir de dire oui. Des problèmes également financiers, puisque 69% des hôpitaux avaient un budget en déficit. Des problèmes considérables d'amont et d'aval dans l'hôpital, puisque en aval, comme il n'y a pas assez de soins de suite et de maisons médicalisées, certaines personnes restent trop longtemps à l'hôpital, bloquant des lits, alors que l'hôpital, c'est la phase aiguë de la maladie, et des problèmes aux urgences, puisque maintenant le réflexe, c'est dès qu'il y a un problème d'aller aux urgences de l'hôpital. Ce qui fait qu'on a un hôpital qui reçoit trop de monde en amont et qui garde trop longtemps des personnes qui s'y trouvent en aval. Donc nous avons dû d'abord nous atteler à ce problème gigantesque de l'hôpital, où il y avait par ailleurs des problèmes statutaires considérables pour le demi-million d'infirmiers et d'infirmières qui existent en France, et où j'ai trouvé des sujets considérables comme les heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées. On a réglé tous ces problèmes. Il a fallu ensuite se poser la question de la cohérence de notre politique de santé, et c'est l'installation des agences régionales de santé qui ont maintenant compétence à la fois sur l'hôpital et la médecine de proximité, parce que c'était une perte d'énergie et d'efficacité bien française que d'opposer l'hôpital à la médecine de proximité, alors qu'ils doivent travailler ensemble. Pourquoi travailler ensemble? Parce que c'est le même patient. C'est le même patient. Et que chacun d'entre nous, dans sa vie, on a à connaître ou on aura à connaître de la médecine de proximité et de l'hôpital, que d'ailleurs, les médecins de proximité, un grand nombre sont passés pour leur formation à l'hôpital. Et donc, organisé comme c'était auparavant, il y avait une opposition entre les uns et les autres. Avec les agences régionales de santé, on crée les conditions d'un lieu unique pour décider de l'organisation de la santé dans une région. Mais c'est vrai que dans le même temps, on n'a pas donné assez priorité à la question de la médecine de proximité. On ne sait d'ailleurs pas trop comment l'appeler. On aurait appelé médecin de ville. Ah oui, mais la campagne. On aurait appelé médecin libéral. Ah oui, mais il y en a beaucoup qui sont salariés. On aurait appelé médecin généraliste. Ah oui, mais il y a d'autres professionnels, ils ne sont pas tous médecins généralistes. J'ai vu des... Non. Donc, allons pour la médecine de proximité. Et cette médecine de proximité, j'ai bien conscience qu'elle est face à une crise identitaire. Les professionnels de santé aiment profondément leur métier et sont conscients de l'importance capitale de leur mission. Mais je suis persuadé qu'ils ne sont pas à l'aise avec les conditions d'exercice de leur métier aujourd'hui. C'est ce que je me fais comprendre. Ils aiment leur métier, ils ont la vocation, ils sont prêts à se dévouer pour le patient 10-14 heures par jour, mais ils ont un problème identitaire, un problème de formation, notamment de formation continue, un problème de responsabilité, ils ne veulent plus être seuls, des problèmes considérables de temps consacré à la médecine par rapport à des temps consacrés à l'administratif, des problèmes liés à la conception, on y reviendra, qu'ils ont et qu'on doit avoir de leur rémunération. Il y a quelque chose d'humiliant tous les 5 ans, au moment de la négociation de la convention, de savoir si un médecin doit être payé 22 € la consultation au lieu de 23 ou 23 au lieu de 22. Donc c'est vraiment un problème identitaire. Et si j'ai choisi en tant que chef de l'État de m'engager aux côtés du ministre en charge de ces questions, c'est parce que j'ai conscience que ça va au-delà du seul domaine de son ministère.
Il n'y a jamais eu autant de médecins en France, 210 000, et jamais il y a eu autant de régions, dont la vôtre, qui ont été sous-représentées médicalement. On ne peut pas continuer comme ça. Notre système est fondé sur la liberté et doit continuer sur la liberté. Le patient choisit son médecin. Le médecin choisit le traitement. Et le système public solvabilise en quelque sorte la demande, c'est la sécurité sociale. On ne donne pas d'ordre aux médecins sur le traitement. On ne donne pas d'ordre aux patients sur le choix du médecin. Mais en même temps, on ne peut pas avoir les médecins qui vont vers les mêmes formations. Aujourd'hui, on a de grandes difficultés à avoir des anesthésistes ou des obstétriciens. Aujourd'hui, certains quartiers de nos villes ont une surdensité médicale et d'autres régions et d'autres spécialités n'ont pas de titulaires. Je suis persuadé que la coercition ne marche jamais. Mais l'incitation peut marcher. Donc, sur la base du rapport que nous a remis Elisabeth Hubert, qui a fait un travail de concertation extrêmement approfondi, Xavier Bertrand, aidé de Nora Béra, va s'atteler à la mise en place des principales propositions. Je voudrais vous dire une chose. Nous allons aller dans la concertation, mais très vite. Pourquoi très vite? Parce que vous ne pouvez pas attendre, car les décisions qu'on prend en matière de santé, si je prends le seul exemple des médecins, c'est 10 ans de formation. C'est un grand navire. Donc il faut prendre la décision très rapidement, en sachant qu'elle n'aura des conséquences positives que dans quelques années. Et c'est pour ça qu'il faut aller vite. Et il faut aller vite parce que le monde de la santé en général, et particulièrement le monde médical, est aujourd'hui en situation de défiance à l'endroit de tous les politiques dont ils estiment qu'il y a eu beaucoup de discours et peu de décisions. J'emploie des mots forts, hein, mais c'est ce que je pense, profondément. Et face à une crise identitaire, car c'est bien une crise identitaire, nous devons agir vite, vite. C'est-à-dire que, dans mon esprit, les premières décisions seront prises avant la fin de l'année. Je parle aux professionnels de la santé qui sont ici. Avant la fin de l'année. On n'aura pas tout fait avant la fin de l'année, naturellement, mais je souhaite qu'on ait pris toutes les décisions concernant la médecine de proximité en 2011. Hein? Donc, vous n'aurez pas longtemps à attendre avant de voir la détermination réelle du gouvernement en la matière. Et je me ferai juste une dernière remarque, parce qu'il y aurait tant d'autres choses à dire, Claude, hein, excusez-moi. Je voudrais absolument, ne croyez pas que c'est une marotte chez moi, mais faire comprendre à nos compatriotes que l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Et que ce qui est bon pour Orbeck n'est pas forcément adapté à la banlieue parisienne. Et réciproquement. Donc que la modernité de l'organisation de notre système de santé, c'est de prévoir des schémas différenciés, pas forcément les mêmes. Je suis très attaché à l'exercice libéral des professions de santé, des professions de santé. Dans libéral, il y a liberté. Dans liberté, il y a choix. Donc on ne peut pas vouloir conserver un système libéral et n'avoir comme seule idée que de plaquer un seul schéma, une seule organisation et d'empêcher le choix. Il y a parmi vous des professionnels qui voudront travailler à mi-temps, d'autres dont le rêve, et il est respectable, c'est de faire des remplacements pour être salariés. Mais d'autres qui veulent travailler en équipe, monter un cabinet et réussir une aventure qui n'est pas simplement une aventure médicale, qui peut aussi, c'est pas un gros mot, être une aventure entrepreneuriale. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux dire que c'est dans la dimension de l'exercice libéral,
il y a la nature du métier que l'on fait, et puis il y a la dimension quasiment entrepreneuriale du cabinet que l'on crée, hein, qui est au cœur de ce qu'on a appelé l'exercice libéral de la profession. Alors on me dit, mais beaucoup de jeunes ne sont plus intéressés par ça. Ben oui, évidemment, parce qu'on a tout fait pour tuer l'esprit libéral de l'exercice de la profession. Donc on en a détourné des gens. Mais moi, je pense aussi que tous les médecins, tous les infirmiers, toutes les infirmières, tous les kinés ne souhaitent pas être fonctionnalisés ou être salariés. Certains le souhaitent. Ne portons pas de jugement, mais tous ne le souhaitent pas. Hein, vous voyez? Donc, en résumé, on va décider vite. J'ai vu de près les résultats des élections médicales, mais je voudrais qu'on discute avec vos organisations syndicales, mais aussi avec les médecins, mais aussi avec les infirmiers, qu'on ne s'enferme pas seulement dans un dialogue institutionnel, que tout le monde puisse dire, mais je ne veux pas qu'on annonce 20 commissions dont on rendra les rapports dans 1 an et demi, c'est-à-dire au moment d'une élection, puisque paraît-il il y a une élection, et on dit on fera après l'élection. Non, on fera avant. Et chacun à ce moment-là portera un jugement. Voilà ce que je tenais à vous dire, et je voudrais en terminant dire à Claude combien je le remercie d'avoir évoqué la journée mondiale de lutte contre le sida. Parce que contrairement à ce qu'on entend dire, l'épidémie de sida se poursuit. Il y a 7000 nouvelles contaminations par an. Et laisser à penser à nos compatriotes, et notamment aux plus jeunes, que c'est terminé, c'est un comportement irresponsable par rapport au devoir qui est le nôtre de convaincre nos jeunes de faire attention avec la prévention. Voilà. Et quand on laisse croire que c'est terminé, que c'est derrière nous, parce que les médecins ont fait des progrès considérables, on met en danger des jeunes en leur laissant à penser qu'ils n'ont pas l'obligation de se protéger, de se prémunir et d'avoir un comportement qui évitera que leur vie soit bouleversée par la maladie. Hein, c'est pas un sujet drôle, c'est pas une marotte, c'est une épidémie qui n'est pas terminée. Voilà. Et tant mieux si la médecine a fait des progrès, et tant mieux s'il y en a moins qu'avant, mais 7000 de plus, imaginez ce que ça signifie pour 7000 familles d'avoir un de ses membres qui a la maladie. J'ajoute que sur les un peu moins 150 000 personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui, il y en a près de 50 000 qui ne savent pas qu'ils sont porteurs de la maladie. Donc j'aimerais 50 000 personnes qui se mettent en danger elles-mêmes et qui mettent en danger la vie des autres. Se mettre en danger soi-même, c'est déjà absurde, mais mettre en danger la vie des autres. Voilà. Donc je tenais à marquer le début de cette table ronde, parce que la mission de santé publique, c'est quelque chose qui compte. Voilà. C'est pas une lubie médiatique, c'est pas un problème anecdotique, c'est un problème et une question absolument cruciale. Merci, cher Président, parce que vous avez, comme toujours, posé le bon diagnostic. Vous avez déjà défini presque les moyens thérapeutiques et vous allez bientôt faire l'ordonnance, si j'ai bien compris. Le malade n'est pas encore guéri, mais il est sur la bonne voie. Donc, pour commencer à illustrer, je vais donner la parole à Christopher Lachère, qui a des questions en tant que jeune médecin. Donc déjà, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Donc, après mes premières années d'études en région parisienne, j'ai décidé de poursuivre mon cursus en Normandie,
afin de m'y installer en tant que médecin généraliste. Donc, je vais d'ailleurs rejoindre prochainement le centre médical d'Honfleur pour poursuivre ma carrière. J'ai été formé au centre hospitalier d'Alençon, puis au CHU de Caen, et j'ai enfin pu découvrir la médecine générale lors de mon stage chez le praticien, chez les docteurs Piton et Zaouch. Alors, j'ai choisi le stage d'Orbeck pour vraiment découvrir la réalité de la médecine rurale. J'étais intéressé par les spécialités d'organes, mais je l'étais encore plus par la médecine générale, de par ses préoccupations des patients dans leur globalité et comme étant la seule spécialité, à mon sens, permettant un réel suivi dans la durée de nos patients. Lors de la formation, j'ai été confronté aux difficultés d'un enseignement que je trouvais particulièrement tourné vers l'hospitalier, pas assez vers la médecine de ville. Et malgré les améliorations apportées ces dernières années, notamment avec le passage à la spécialisation, je perçois encore un franc décalage entre notre formation et la réalité de la pratique de la médecine générale au quotidien, dans nos cabinets et a fortiori en médecine rurale. En effet, l'essentiel de la demande de soins se situe en extra-hospitalier, comme le montrent les études. C'est pourquoi j'aimerais pouvoir sentir un réel soutien de la part de ma hiérarchie et de l'équipe gouvernementale pour passer des mots aux actes afin de renforcer la médecine de première ligne, de proximité comme vous l'appelez, pour pouvoir assurer des soins de première intention de meilleure qualité, renforcer le partenariat entre les médecins généralistes et leurs collègues spécialistes de première de ville, mieux exploiter les réseaux de soins, développer l'hospitalisation à domicile et, dans un avenir proche, la télémédecine, qui sont des outils qui vont devenir de plus en plus nécessaires à notre pratique en ville. Et la Basse-Normandie étant particulièrement une région engagée dans cet objectif. Le problème, vous le citiez quand même, c'est le problème de la densité médicale qui va rester préoccupant dans les 5 prochaines années. Donc, Monsieur le Président, mes jeunes confrères et moi-même voudrions savoir ce que vous comptez faire pour encourager le choix de nos futurs collègues vers la médecine générale. Mais, docteur, il faut que les patients, nos compatriotes, comprennent que notre système de santé repose sur 2 jambes. Une offre hospitalière et une offre libérale. C'est capital de garder ces 2 offres. Si tout le monde va à l'hôpital pour tout, on va détruire l'hôpital, qui ne peut pas faire face à cela. Vous comprenez bien, ce n'est pas possible. L'hôpital, c'est le moment de la crise aiguë de la maladie. Pour les CHU, c'est le moment de la formation, bien sûr, hein, mais c'est le moment aigu de la maladie. Il faut donc absolument garder une offre libérale, je n'y reviens pas. Les chiffres sont catastrophiques. Il y a 25 ans, on s'installait en médecin généraliste, s'installait à 30 ans. 25 ans après, on s'installe à 37. Plaignons-nous après du vieillissement de l'offre médicale de proximité. Que voulez-vous ? 37 ans. Pire, nous avons aujourd'hui, sur 10 internes sortant de l'hôpital, avec cette excellente formation, sur 10 internes, il y en a un seul, donc vous vous rendez compte, qui s'installe en cabinet libéral. Un seul. 10%. C'est-à-dire les médecins les mieux formés, qui font leurs études, qui font l'internat, voilà. Un seul va s'installer sur 10 en libéral. Autant dire que notre offre sur 2 jambes, avec des chiffres pareils, périclitera. Troisième remarque, qui est assez extraordinaire, un médecin sur 9 années de formation va faire 6 mois en cabinet libéral et 8 ans et demi à l'hôpital. Étonnez-vous après qu'il ait envie de rester à l'hôpital. Enfin, pardon, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre que si la totalité de la formation, enfin moi ça me passionne, mais je sais qu'il y a beaucoup de professionnels ici, mais vous comprenez bien que même ceux qui ne sont pas professionnels sont concernés, parce que c'est votre santé.
que si vous formez quelqu'un pendant 9 années d'études, qu'il y en a 8 et demi que vous passez à l'hôpital, forcément, ça conditionne votre avenir professionnel que vous ne voyez qu'au travers du prisme de l'hôpital, puisque vous ne connaissez pas l'exercice libéral. Or, je conteste l'idée, qu'on ne soit bien formé qu'à l'hôpital. Nulle critique de l'hôpital, naturellement, qui reste un lieu irremplaçable. Mais, un jeune interne, un jeune externe, dans un cabinet libéral, auprès d'un médecin généraliste ou autre, apprend beaucoup sur la médecine. Il apprend notamment l'humanité, le diagnostic. Je ne dis pas qu'on n'apprend pas l'humanité, le diagnostic à l'hôpital, naturellement. Dans ma situation, je veux me fâcher avec personne. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un manque de considération pour les médecins de proximité que de ne pas concevoir qu'un jeune médecin peut apprendre fantastiquement aux côtés d'un professionnel qui va aligner 25, 30 consultations dans la journée de tous les sujets possibles et imaginables. Ça, on ne le trouve pas à l'hôpital de la même façon. Donc, alors, à partir de c'est ce que je pense profondément, et encore une fois, je ne remets nullement en cause la qualité de nos hôpitaux qui est exceptionnelle, mais c'est toujours le travers français. On va d'un coin à l'autre, sans mesure, avec excès et en oubliant nos fondamentaux. Alors, à l'intérieur de la médecine libérale, on a le problème de la médecine générale. C'est terrible maintenant parce que dans tous les métiers, on vous envoie un spécialiste. Bon. Et puis, débrouillez-vous, une fois que vous avez l'avis de 5 spécialistes, il faut que vous demandiez à un autre qui va faire la cohérence et la synthèse de ce que vous ont dit les 5 spécialistes. Parce que vous êtes perdu. Enfin, moi, quand j'étais jeune, c'est quand même pas le Moyen-Âge, on avait le médecin de famille, ce qu'on appelait, ça paraît totalement démodé, excusez-moi, on n'était pas plus malheureux pour ça, on avait le médecin de famille. Et quand il y avait un problème, on avait confiance dans le médecin de famille. Vous voyez, hein? On avait confiance dans ce médecin. On allait le voir. Bon. Il faut réhabiliter la médecine générale. Alors, en 2007, à l'université, en tant qu'enseignant titulaire, il y avait 122 postes pour la médecine générale. Ça en dit long. Ça en dit long. Nous avons plus que doublé le nombre de postes, puisqu'il y en a 248 aujourd'hui. Nous voulons complètement réhabiliter la filière de médecine générale, parce que vous comprenez que tout est lié. S'il n'y a pas d'enseignants de médecine générale, comment voulez-vous que des jeunes aient envie d'y aller? Et si on considère que la médecine générale, si on fait avec la médecine générale, pour dire clair, ce qu'on a fait avec la filière littéraire au lycée, il ne faut pas s'étonner. Ce qui fait que maintenant, celui qui est passionné de lettres et qui est bon élève, on l'envoie en C ou en S. Voilà. Bon. Et la médecine libérale, c'est une spécialité qui est parfaitement digne et qui doit être considérée au même titre que les autres spécialités. Alors, nous allons pour ça augmenter le nombre de maîtres de conférences et surtout, ce que je souhaite, c'est que nous puissions aider les médecins installés à accueillir les internes. Aujourd'hui, on a 3500 maîtres de stage, il y a 210 000 médecins, on a simplement 3500 maîtres de stage, il nous en faudrait 2 fois plus. Voilà. Et c'est pour nous, et vraiment je demande à Xavier de voir ça, une priorité absolue que de se dire que dans la formation, dans le cursus du futur médecin, le passage d'un cabinet aux côtés d'un médecin de proximité, médecin généraliste, soit une obligation, parce que naturellement, quand le jeune interne ou le jeune externe passe plusieurs mois aux côtés d'un médecin,
de proximité et d'un médecin généraliste. Il a envie, ensuite, lui-même de reproduire la même expérience que Siagoni. Si on ne le voit jamais, son horizon, c'est le chef de service à l'hôpital. Vous comprenez, c'est pas une décision révolutionnaire, mais elle peut absolument tout changer. Je souhaite qu'on augmente pendant l'internat les périodes en cabinet libéral, et je souhaite également l'alignement des conditions de recrutement des maîtres de conférences des enseignants de médecine générale sur celles des autres disciplines. Il n'y a aucune raison que les conditions soient moins bonnes pour la médecine générale que pour les autres disciplines. Voilà. Et docteur, je pense qu'avec ça, on va redonner envie aux jeunes. Il y a d'autres choses que je dirais, mais on va redonner, partons de la formation, redonnons-leur envie de s'installer en libéral, redonnons-leur envie de faire de la médecine générale, revalorisons la médecine générale, et dans quelques années, on aura les fruits de ce qu'on fait. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas aller dans un système où bientôt il y aura 0 interne qui veulent devenir médecin généraliste sur 10. C'est pas possible. Voilà. Hein, j'ai essayé de vous répondre le plus précisément possible, mais pour moi, c'est une priorité absolue. Monsieur le Président, vous avez compris, on est fiers de ce pôle de santé libérale et ambulatoire qui devrait s'appeler le pôle Antoine Leveneur. Mais c'est surtout, si vous voulez, pour les gens qui sont ici présents, je pense qu'on est tellement fiers qu'on a envie de savoir comment il s'est créé et comment on peut résoudre les difficultés restantes. Et si vous le permettez, je vais donner la parole à Annie Piton, qui est le médecin qui a participé à cette construction. Monsieur le Président, vous nous faites vraiment un grand honneur de venir visiter notre pôle de santé. Et donc, je ne vais pas revenir sur le fonctionnement du pôle que j'ai pu vous faire découvrir lors de la visite. Par contre, donc, je vais vous parler un peu de la genèse du pôle et effectivement des projets thérapeutiques. Donc, le pôle, on a mis à peu près 3 ans et demi à le concrétiser. Et c'est un délai quand même très court pour un projet de telle envergure. Et ceci grâce à la collaboration étroite qu'il y a eu entre les professionnels de santé et la communauté de communes. Et bien sûr, le soutien actif de l'URCAM, qui maintenant fait partie de l'ARS, de l'URML et de tous des pouvoirs publics à tous les niveaux. Alors, ce que nous voudrions aussi, le problème qui reste, c'est la gestion du pôle que nous voudrions paritaire entre les élus de la communauté de communes qui ont en charge la santé publique des gens au niveau du territoire, et les professionnels qui sont les animateurs du pôle et qui ont la relation quotidienne avec les patients. Et donc, un autre point important, c'est que le pôle doit pouvoir améliorer la présence médicale sur le territoire, et donc il faudrait faire venir des médecins ou des kinés. Donc il faut que les tarifs soient, disons, attractifs. Et donc il faudrait qu'on trouve une forme juridique et fiscale qui réponde à tous ces critères. Et là, il reste quelque chose encore à inventer. Ce qui est un peu normal, puisque c'est un projet qui est nouveau, donc il y a encore des choses à inventer pour favoriser le fonctionnement de ce genre de structure. Un point important aussi que je voudrais souligner, c'est que le projet architectural, en fait, s'est appuyé sur le projet de soins. C'est-à-dire qu'on a d'abord élaboré le projet de soins, et ensuite le projet architectural est venu s'appuyer dessus. Et ça, c'est un message important pour tous les futurs pôles, c'est qu'il faut d'abord penser au projet de soins avant le projet architectural si on veut que ce soit cohérent et fonctionnel. Ça, c'est important. Alors, sans revenir sur la désertification médicale dont tout le monde est conscient dans nos régions, la volonté de se regrouper, bien sûr, en est la conséquence, mais le regroupement de plusieurs professionnels de santé différents, médecins, kinés, infirmières, médecins du travail, diététiciennes, ça apporte pour la population un plus par rapport au simple regroupement de médecins généralistes. Donc c'est pour ça que l'équipe en fait qui a élaboré ce pôle s'est progressivement étoffée, et donc on a pu étoffer et on a pu élaborer un projet pluridisciplinaire. Alors les grandes lignes de ce projet de soins sont bien sûr l'éducation thérapeutique, la prévention des TMS, les urgences avec une salle qui est dédiée et qui est individualisée par rapport au reste des cabinets, la délégation d'actes,
l'accueil de vacataires. Donc c'est pour ça qu'on a des bureaux qui sont entièrement équipés et qu'on appelle clé en main, parce que le vacataire peut venir avec juste du petit matériel et commencer à travailler. Donc, et puis le même bureau peut être occupé par plusieurs vacataires. La permanence des soins, donc, qui est assurée donc, de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 8h à midi le samedi. Après, le reste du temps, ça rentre dans l'organisation départementale avec une gestion par le 15. L'accueil de stagiaires, qui est importante justement, comme vous le disiez, pour la formation et donner l'envie aux médecins de devenir médecins généralistes, aux étudiants en médecine de devenir médecins généralistes. C'est important pour leur formation, pour leur donner l'envie. On accueille donc des internes en médecine générale et on accueille aussi, donc, depuis l'ouverture du pôle, des externes. Donc on leur fait découvrir la médecine générale dès le début de leur cursus. Et on élargit encore leur horizon puisqu'on leur permet... Docteur, je vais te demander d'aller vite. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Juste deux petits points encore, c'est que le pôle de santé n'est pas une structure isolée dans Orbec, puisqu'on a fait une charte et qu'on collabore avec tous les autres professionnels. La structure a déjà permis, grâce à la venue de 2 jeunes consoeurs, de maintenir la présence médicale. La situation est encore fragile, bien sûr. Nous travaillons tous à flux tendu et il est parfois difficile de répondre rapidement aux demandes de rendez-vous. Donc, cette structure qui a été réfléchie donc, avec les élus et qui, donc, comme je le disais, est prévue clé en main, répond aux attentes des jeunes médecins et elle devrait augmenter la présence médicale et paramédicale. Les nouveaux venus auront tout de suite du travail et l'augmentation des effectifs nous permettrait de réaliser plus facilement le projet de soins pour le bien-être de la population. Bon, docteur, d'abord, ce que vous avez fait à Orbec est formidable. C'est un exemple qui devrait être suivi. J'ai conscience parfaitement que l'exercice groupé des professionnels, pas simplement des médecins, des professionnels de santé, c'est une demande de ces professionnels. Il y a 20 ou 30 ans, chacun voulait s'installer seul, voire avec un confrère. Maintenant, l'exercice regroupé, qui met fin à un sentiment d'isolement face à la responsabilité et aux problèmes de formation continue, à la complexité des pathologies. C'est quelque chose vers laquelle nous allons. Nous avons prévu un programme national d'ici à 2012 de 250 maisons de santé, dont l'État finance 35% de la nécessité de l'argent pour investir et pour la créer. Mais j'ai conscience de la lourdeur du dispositif et du fait qu'il n'est pas adapté. Il faut 3 à 5 ans pour obtenir l'autorisation de faire un pôle de santé. Fantastique, notre pays, qui au fond prime ceux qui restent dans les habitudes et qui font un parcours du combattant de 3 à 5 années pour être sûr de tester la volonté des professionnels de santé qui décident, avec les élus, d'exercer en cabinet ou en pôle regroupé. Alors, je crois également qu'il faut qu'on arrête le bricolage, et notamment le bricolage juridique, entre associations, SCM, SCP, CEL. Toute la créativité administrativo-juridique s'exerce pour avoir un système qui, de toute façon, ne convient pas et doit être bricolé. Car non seulement on a quantité de structures juridiques possibles, mais de surcroît, aucune ne convient vraiment à la difficulté première qui est l'existence de statuts divers entre les professionnels d'un pôle. Bon. Donc, avec Xavier Bertrand et Nora Béran, on en est tout à fait convaincus, nous allons vous proposer un nouveau véhicule juridique adapté à la diversité des situations pour les pôles de santé regroupés comme le vôtre. S'il faut un texte législatif, nous le ferons, et nous passerons alors par une proposition de loi portée par le sénateur Fourcade qui nous permettra de faire voter dès les premières semaines de 2011
un nouveau statut juridique adapté à la situation de vos pôles. Vous vous rendez compte, hein? C'est pas une petite... au fond, ce que vous m'avez dit, il n'y a pas de structure juridique adaptée, c'est extrêmement compliqué, il y a plein de sujets qui restent, on en a parlé, ne rentrons pas dans le détail. Donc, Xavier conduira la négociation avec vous, et nous avons un véhicule législatif possible, première semaine de 2011, pour une nouvelle structure juridique. Enfin, je le dis à M. Lancry, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie, avant le 1er juillet 2011, nous voulons des portes d'entrée uniques, opérationnelles, pour tous les professionnels de santé qui voudraient créer un pôle de santé avec les élus. Hein, que ce soit pas parce que le parcours du combattant est fantastique. Hein. Il n'y a qu'à voir la plaque magnifique à l'entrée de votre pôle. Hein, ce qui montre... Eh bien maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Un nouveau véhicule juridique pour vous et un guichet unique au sein de l'agence régionale pour tous ceux qui veulent faire un pôle de santé. Ce guichet unique en place avant juillet 2011, le nouveau véhicule au Parlement, première semaine de 2011. Voilà. Ce qui veut dire que les délais pour réunir un pôle de santé vont être considérablement améliorés. Et j'aimerais qu'en France, au lieu de compliquer la vie des plus dynamiques et des plus innovants, on la favorise. Hein? J'admets que c'est très compliqué, j'admets que... Et je pourrais prendre bien d'autres exemples. Hein. Les enseignants, ces instituteurs ou institutrices, ces profs formidables de dévouement, qui font des classes vertes, des classes de découverte, ou qui ont l'idée formidable d'emmener les enfants visiter un lieu, on leur dit « Mais mon Dieu, avez-vous pensé à l'assurance? Et s'il y a un attentat sur le chemin, c'est votre responsabilité qui sera engagée. » Et on ne fait pas. Donc, moyennant quoi, il vaut mieux pas faire. Puis il n'y en avait pas. C'est le maire qui essaye de s'en sortir pour son village en prenant des initiatives et qui 20 jours devant les tribunaux administratifs parce qu'il n'a pas respecté le règlement 99 de la fiche 118 du tome dans un pays où nul n'est censé naturellement ignorer la loi, où c'est les professionnels de santé qui se battent pour créer le pôle que vous avez créé, et un jour on viendra vous contrôler et on dira « Mais comment vous avez osé ne pas respecter à la lettre et à l'esprit tel règlement ?» Donc il faut maintenant vraiment changer de braquet, comme disent les cyclistes que j'aime tant. Donc une nouvelle structure, hein, et un guichet unique. Et je pense que comme ça, Orbec sera imité et dupliqué, monsieur le maire, qui, j'en suis sûr, ne vous étonnera pas. Merci, Président. Ce pôle de santé, il a une originalité par rapport aux maisons de santé, c'est que c'est une structure pluridisciplinaire. Et donc, si vous le permettez, je vais donner la parole à Isabelle Alvino. Elle a toujours été très engagée dans l'action syndicale, puisqu'elle a été présidente nationale du syndicat départemental du syndicat des infirmières libérales, et elle est actuellement présidente du conseil régional de l'ordre des infirmières. Monsieur le Président, les infirmières et les infirmiers représentent un potentiel de développement considérable pour la médecine de proximité et les soins de premier recours. Nous sommes 500 000, nous sommes de loin les professionnels les plus nombreux. Nous avons des compétences très variées, on nous retrouve dans tous les domaines, de soins, de prévention et d'éducation. Nous avons des qualités reconnues de disponibilité et d'humanité envers nos patients. Nous pensons que ce capital infirmier devrait être utilisé plus largement et plus efficacement dans notre système de santé. Ce regroupement de professionnels médicaux et paramédicaux sur un projet de santé donné, sur un territoire donné, et pas exclusivement sous un même lieu, appelle de nouveaux modes de fonctionnement. Aux consultations et aux actes isolés de chacun doit s'ajouter un travail d'équipe pluridisciplinaire de soins qui implique un système d'information partagé, du temps dévolu à une nécessaire coordination entre professionnels pour une meilleure prise en charge du patient,
et du temps dédié à la prévention et à l'éducation. Les infirmiers et les infirmières sont prêts à assurer leur rôle dans ce domaine, mais pas uniquement sous forme de délégation médicale. Monsieur le Président, ma première question est donc: quel mode de financement adapté et opérationnel pourrait rendre possible ces nouvelles manières de travailler ensemble? Je voudrais brièvement attirer votre attention sur les problèmes de compétences reconnus aux infirmières. Ces compétences sont aujourd'hui énumérées par un décret d'acte. Madame Elisabeth Hubert a d'ailleurs souligné que son contenu est nettement plus limitatif et plus restrictif que ce qui est pratiqué dans des pays dont le système de santé est cité en exemple. On pourrait parler des pays scandinaves ou du Québec. Ce décret est en fait souvent interprété de manière restrictive par les autorités de santé et par le corps médical, qui méconnaissent la réalité quotidienne de notre exercice infirmier. La loi HPST, en voulant pallier à ces restrictions et pour tenter de répondre aux besoins, a prévu une procédure extrêmement lourde dite de coopération interprofessionnelle, qui aboutit dans les faits à consolider la vision tronquée de ce qui devrait être notre exercice normal de compétences, en se référant simplement au décret d'acte lui-même. Il n'est pas interdit dans nos textes de faire des consultations infirmières, et l'éducation thérapeutique fait partie de notre rôle propre. Au-delà de ces premiers pas indispensables, ma dernière question, Monsieur le Président, est la suivante, c'est-à-dire la reconnaissance de notre décret d'acte dans son ensemble. Ma dernière question est la suivante. Pourrions-nous réfléchir à une évolution juridique qui permettrait aux infirmiers, dans des conditions bien sécurisées, de répondre aux besoins des patients de manière plus souple, plus appropriée et plus efficace, comme cela se pratique déjà dans les pays les plus avancés? Je vous remercie, Monsieur le Président, de ces deux. Oui, on ne peut pas dire que c'est deux petites questions, hein, quand même, parce que... Alors, c'est même un sujet très, très, très complexe. Je vais essayer de vous répondre en me faisant comprendre à mon tour. D'abord, sur le demi-million d'infirmiers et d'infirmières de notre pays, j'avais pris un engagement avec vous, c'est le LMD. Non, mais plus personne ne m'en parle. Mais, ah oui, c'est fait, d'accord, ok. Bon, mais convenez, Madame Alvino, que si ça n'avait pas été fait, votre intervention n'eût pas été exactement la même. Hein? Moi, j'ai toujours pensé que les infirmières, c'était niveau licence, parce qu'il y avait les 4 années de formation. Dans ma campagne présidentielle, je ne pouvais pas aller dans un endroit sans que les infirmières me rappellent cela. C'est fait. De même qu'est fait le statut catégorie A, alors qu'elles étaient catégorie B pour les infirmières à l'hôpital. Non, mais ça a l'air de rien tout ceci, mais en termes de pouvoir d'achat pour les infirmières, c'est considérable. Il est vrai également que j'ai dit aux infirmières, si vous passez de B en A, vous allez être payé mieux, ce qui est tout à fait nécessaire et tout à fait justifié, mais au lieu de partir à la retraite à 55 ans, on partait à la retraite à 60 ans. On ne peut pas, enfin je veux dire, avant la réforme que nous avons faite, on ne peut pas avoir les avantages du statut A sans en avoir les contraintes. Et je crois que de ce point de vue, la situation des infirmiers et des infirmières dans notre pays s'est beaucoup améliorée du fait de la reconnaissance du processus LMD. Bon. Alors maintenant, vous posez un sujet extrêmement délicat qui est celui du transfert des compétences. Enfin, je m'en explique. Il y a les médecins, il y a les infirmiers, et puis il y a les aides-soignantes. Bon. La vision que j'ai, ne m'en veuillez pas, de la société française, c'est je voudrais une société où la promotion soit possible. Vous comprenez? Où tout le monde puisse être aspiré vers le haut, où tout le monde considère que le seul vertige est celui vers le bas. Que des aides-soignantes puissent avoir un travail qui parfois leur permette de devenir infirmières. Que les infirmiers et infirmières puissent faire un travail qui parfois leur permette de devenir médecins. Est-ce que je me fais comprendre? Non mais, dès qu'on a 3 cm de gazon, on met une barrière chez nous pour dire ça c'est chez moi, c'est pas chez toi. Mais dans le lit, il y a un malade qui a besoin de professionnels de santé divers. Voilà. Donc, sur ce sujet,
Xavier va engager la concertation avec vous. Il amène à un autre problème qui est: peut-on mettre sous la responsabilité d'un professionnel libéral un autre professionnel libéral? Ce n'est pas un sujet extrêmement simple. Nous allons donc travailler sur ces questions avec une validation de la Haute Autorité de Santé. On va en tirer ensuite les conséquences. Je suis bien conscient qu'il y a une aspiration de chacun à voir ses responsabilités augmenter. Et un deuxième sujet qui vient immédiatement, c'est la rémunération. Vous l'avez évoqué vous-même. Et la question du nouveau mode de rémunération. J'ai vu que le pôle de santé d'Orbec était candidat à une expérimentation de nouveaux modes de rémunération. Je ne me trompe pas, docteur? Bon. Je dis au directeur général de l'Agence régionale de santé comme au ministre Xavier Bertrand, je trouve que ça serait bien qu'on leur permette d'expérimenter de nouveaux modes de rémunération. Et d'ailleurs, je vous le dis en confidence, nous allons doubler les sites qui expérimenteront les nouveaux modes de rémunération. C'est lié, ce que dit Madame Alvino, et les nouveaux modes de rémunération. Vous comprenez? Nouvelle coopération dans les compétences, nouvelle rémunération. Et oui, si vous avez d'autres compétences et d'autres responsabilités, il faut d'autres rémunérations. Alors, à la suite de l'excellent rapport d'Elisabeth, il y a eu tout un débat sur la rémunération des médecins, la rémunération à l'acte, pas la rémunération à l'acte, et qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, voilà que tout notre système était fondé sur la rémunération à l'acte, et tout d'un coup, parce qu'Elisabeth, à juste titre, pose la question que tout le monde se pose, est-il normal de payer la même consultation, celle du diagnostic, celle où le médecin va passer beaucoup de temps pour savoir ce que vous avez, poser un diagnostic, et la consultation qui consiste simplement à reconduire le médicament, est-ce qu'on doit la rémunérer de la même façon? Il y a tout un tas de tâches qui sont des tâches de prévention, qui ne sont aujourd'hui absolument pas rémunérées. Je veux dire que le médecin qui fait un travail de prévention de santé publique n'est pas récompensé par rapport à son confrère qui ne s'en occupe pas. Donc, incontestablement, la question de l'expérimentation de nouveaux modes de rémunération, sans abandonner la rémunération à l'acte, parce que si on abandonne la rémunération à l'acte, on abandonne la liberté du praticien, de son diagnostic, du traitement. Il n'est pas question de revenir dessus, mais je pense qu'on doit compléter cette rémunération à l'acte en tenant compte d'autres engagements du professionnel. Et pour ne pas se tromper, je vois l'attention de la salle, et pour ne pas se tromper, je pense qu'il est utile de faire des expérimentations pour voir comment ça passe. Donc, vraiment, je voudrais qu'Orbec puisse expérimenter cela, et nous prendrons, avec Xavier Bertrand et Nora Béra, des décisions sur les nouveaux modes de rémunération en 2011. Je voudrais... Parce que j'ai très mal vécu l'affaire du 23 €. Parce que j'ai considéré que c'était presque humiliant pour les uns de demander alors que ce n'était pas le problème. Mais en même temps, nous, quand on l'a donné, c'est 230 millions de plus. Je voudrais que vous compreniez. Et j'ai fixé à Xavier Bertrand et à Nora Béra une règle: on respectera l'ONDAM. C'est-à-dire que l'ONDAM, vous savez, c'est la ligne d'augmentation des dépenses pour l'assurance maladie. On l'a fixé à 2,9 pour l'année prochaine. 2,9. Cette année, 3. Quand on dit qu'on fait des économies sur la santé, c'est inadmissible. C'est pas vrai. Ça augmente comme ça. Bon. Donc il doit, parce qu'on ne va pas devenir un pays qui va tendre la main.
Vous voyez bien ce qui se passe ailleurs. Il faut être sérieux dans la gestion des comptes. Et on n'a pas fait la réforme des retraites pour un autre côté, dépenser sans compter. Mais à l'intérieur de cela, je suis parfaitement conscient du problème de la rémunération. Et on ne peut pas réduire tous les 5 ans la discussion entre les pouvoirs publics et les professionnels sur le C ou sur le 23 €. C'est pas possible. C'est humiliant pour vous, c'est pas satisfaisant pour nous, et en plus, ça ne fait pas de la pédagogie de l'économie de la santé pour le pays. Donc on va garder la rémunération à l'acte comme base, mais on va sans doute élargir les possibilités de rémunération d'un professionnel en fonction de tâches très utiles pour la santé publique qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte. Voilà. Et naturellement, en posant ça, on va poser la question de la répartition des compétences qui est, à mon avis, aujourd'hui vue de façon trop sectaire, trop administrative et ne tenant pas assez compte, Madame Alvino, de la réalité du quotidien des choses. Voilà. Voilà la réponse. Je ne veux pas aller plus loin parce que si je vais plus loin, je percute le processus de concertation que va engager Xavier. Mais la porte, vous avez bien compris, docteur, elle est ouverte. Il n'y a pas de tabou. Donc on va avancer là-dedans aussi. Et de toute façon, pour le statut social et économique du professionnel de santé, on ne peut pas avoir de tabou sur la question de la rémunération, qui ne peut pas être simplement « j'augmente en faisant la même chose ». Non. Je diversifie en diversifiant mes compétences et mon rôle. On se comprend comme ça, ça correspond à une responsabilité aujourd'hui qui n'est pas reconnue et qu'on va reconnaître dans la rémunération. Et qui nous permettra de sortir de l'enfer, du carcan, du prix de la consultation. Même si je reste attaché, je le dis formellement, au paiement à l'acte, qu'il n'est pas question d'abandonner. On ne va pas fonctionnariser la totalité de la médecine française. Il n'est pas question. Voilà. Merci, Président. Vous avez parlé... Vous avez parlé du médecin de famille. Il y a à Orbec le docteur Stéphanie qui est vraiment le médecin de famille, parce qu'il a 7 enfants d'abord, et puis ensuite il vit depuis 32 ans dans cette ville et il voudrait vous faire part de ses soucis au quotidien. Vous avez parlé dedans. Voilà. Monsieur le Président, on m'a demandé de parler de 3 sujets en 3 minutes. Je vais essayer. Le premier me concerne directement. Il consiste à exposer les aspects de ma vie quotidienne. J'ai atteint largement les 62 ans et j'exerce la médecine générale à Orbec depuis plus de 32 ans. Je suis donc un médecin de campagne et me revendique comme tel. Après quelques hésitations, je n'ai pas rejoint le pôle libéral d'Orbec comme on m'y a invité, préférant garder toute mon indépendance. Cela ne m'empêche pas d'entretenir toujours d'excellentes relations avec mes confrères. Je consacre à ma profession chaque jour 10 heures de consultation en présence du patient et 2 à 3 heures de travail de bureau. Je suis ainsi souvent surmené, parfois fatigué, mais jamais jusqu'alors dépressif. Je compte, sauf accident de parcours, exercer jusqu'à 65 ans sans état d'âme. Après, j'envisage de poursuivre mon activité à mi-temps, c'est-à-dire 35 heures par semaine, mais il me faudra convaincre mon épouse. Abordons maintenant la simplification administrative. Il n'est un secret pour personne que nous croulons sous les tâches administratives et je ne vais pas vous les énumérer. Je me contenterai de vous présenter un imprimé parmi tant d'autres. Celui que doit remplir le médecin en vue de l'admission d'un de ses patients dans une maison de retraite, qui peut nécessiter jusqu'à près d'1 heure de rédaction, qu'un membre de la famille, la belle-fille de préférence, nous dépose le plus souvent entre 2 consultations en nous disant que c'est urgent, je repasserai le prendre cet après-midi, ou bien devant notre tête catastrophée en nous disant que ce n'est pas grave, que ce n'est pas pressé, que nous pourrons le remplir à nos heures perdues.
Nous réfléchissons alors à nos heures perdues, ce soir, 23 heures, ou bien dimanche. À propos d'heures perdues, Monsieur le Président, je me permets de vous transmettre ce texte que j'avais écrit pour vous, rédigé à votre intention, que vous pourrez lire vous aussi à vos heures perdues. Mais avant 2017... Mais avant 2017 tout de même. Pour gagner du temps, sans doute l'informatique, à condition qu'elle soit d'utilisation adaptée, c'est-à-dire rapide d'accès et suffisamment sécurisée, pourrait-elle nous permettre de correspondre de façon beaucoup plus rapide et performante, que ce soit avec les confrères ou avec l'administration. À propos, on n'entend plus parler du dossier médical personnel. Quant à la rémunération, c'est le sujet qui fâche souvent. Il semble tout d'abord qu'un tout récent rapport de Madame Hubert propose de remplacer le paiement forfaitaire par un règlement au prorata du temps passé. C'est pas ça. Bon, alors, je vais quand même vous dire... Faut lire mon rapport. Bon, je ne l'ai pas lu. Ah ben voilà, vous l'avez pas lu. On me l'a décrit, excusez-moi. Alors là, il y a sans doute des choses fausses et je vous prie de m'en excuser. Je me permets d'avoir une réaction immédiate, mais défavorable, qui n'engage évidemment que moi. Ce serait, là aussi, ce serait forcément une complication, c'est ce que je dis. Et excusez-moi, vous avez déjà traité le sujet. Alors que l'on nous parle de nous simplifier la vie. Et là aussi, je me permets de donner un exemple. Celui de la consultation du patient dépressif. Ce patient, quand il vient nous voir, est seul au monde. Il ne mesure pas le temps qui passe. Et la consultation se prolonge souvent 3/4 d'heure ou 1 heure. L'écoute étant dans ces cas-là indispensable. Je ne m'imagine pas, au bout de ce délai, lui annoncer le verdict de mon compte minute. Et la note qui en découle de 70 € au lieu de 22, par exemple. Je crains que mon patient arrivé dépressif à mon cabinet ne sorte pas amélioré. Je ne suis pas désintéressé, mais je n'ai pas un chronomètre à la place du cœur. Dernier point, rapidement, concernant toujours les honoraires. Il y a quelques années déjà, on nous a passé de la pommade, à nous les généralistes, en nous disant que nous devions nous considérer non plus comme des généralistes, mais comme des spécialistes de médecine générale. Je n'avais rien demandé de tel pour ce qui me concerne et j'ajoute n'être pas syndiqué. Mais à partir du moment où l'on nous considère comme des spécialistes, il me paraît normal que nous soyons honorés des mêmes tarifs que les autres spécialistes. C'est ce qu'on a fait. Il ne devrait pas y avoir deux poids et deux mesures. Et puis, je ne peux résister, même si je ne l'approuve pas au fond de moi, à citer la formule du petit Jean dans les plaideurs de Racine, mais sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Docteur Stéphanie, heureusement que vous n'avez pas l'habitude de parler. Parce que qu'est-ce que ça serait si vous aviez l'habitude? Mais c'est de la politique. Hein? Bon. Une enquête récente, quand on demande aux Français quel est le métier le plus prestigieux, ils mettent le médecin en premier. Loin devant le chef d'entreprise, l'ingénieur ou le cadre. C'est une réalité. Et j'aimerais qu'on la rappelle. Deuxièmement, dans le ras-le-bol d'une partie du corps médical vis-à-vis de son métier, il y a le sentiment réel que son temps de médecine est mangé de plus en plus par le temps de la paperasserie. Autrement dit, ce que nous demandent les médecins, c'est libérez-nous un temps maximum pour faire notre métier. Le problème est chez le même avec les agriculteurs d'ailleurs. À partir du moment où votre clientèle est solvabilisée par la sécurité sociale, celui qui solvabilise produit un nombre de papiers parallèle à la solvabilisation. Quant aux agriculteurs, on leur a dit
comme on ne peut pas vous garantir des prix, on va vous garantir des subventions. Avec les subventions sont arrivés les papiers. Avec les papiers sont arrivés les contrôles. Xavier Bertrand mettra en place, avant la fin de l'année, ce que nous appelons une instance permanente de simplification entre les représentants des médecins libéraux, l'assurance maladie et l'État. Parce que naturellement, même si vous n'êtes pas syndiqué, on va quand même discuter avec vos représentants des papiers qui sont inutiles et des papiers qui sont inutiles. Vous n'apprécieriez pas, vous les professionnels, qu'on décide dans notre coin de ce qui est utile ou de ce qui est inutile. Il faut bien qu'on se concerte pour cela. Pourquoi? Parce que vous êtes quand même... N'allons pas vers le populisme tellement ambiant qui consiste, là où il y avait trop de papiers, à considérer qu'en même temps, il n'en faut plus du tout. Là où il y avait trop de dossiers, considérer qu'il n'en faut plus du tout. Alors même, vous le savez mieux que moi, que l'histoire d'une famille, l'histoire médicale, les antécédents d'une famille sur des maladies comme le cancer ou même le cardiovasculaire ont une telle importance, vous le savez bien mieux que moi, on ne va pas passer du tout papier au zéro papier. Il y a un travail à faire. Ce serait tellement facile, docteur Stéphanie, pour moi, de dire, allez, hop, on envoie tout par la fenêtre. Non, on va faire un travail sérieux, rapide, qui va produire des résultats. Mais je veux vous impliquer. Je veux impliquer les ordres, je veux impliquer les représentants des professionnels de santé, et on va ensemble assumer le peu qui va rester à remplir pour les médecins. Mais on va l'assumer ensemble. C'est ça le vrai travail. C'est pas l'État qui, d'un côté, va donner un grand coup de sabre. C'est ensemble que l'on va faire cela, et ça sera installé avant la fin de l'année, et au premier trimestre, à la fin du premier trimestre, les premières décisions seront prises de suppression de la paperasserie. Mais je veux que ça soit fait ensemble. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas fait ensemble, ça sera de la surface. Ça sera un coup de pub. Ça ne sera pas du sérieux. C'est ensemble qu'on va le fait. Ce qu'on gardera, vous aurez décidé de le garder. Vous comprenez? Il n'y aura pas de surprise. Bon. Deuxième élément, sur les rapports entre l'administration, la sécurité sociale et vous, on va dématérialiser un maximum d'actes qui touchent aux relations entre les médecins et les caisses d'assurance maladie. Et dans le cadre du grand emprunt, on dégagera de l'argent pour le ministre, de façon à ce qu'il puisse, à la fois pour la formation et pour la dématérialisation, qu'on puisse avoir tous les médecins équipés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont équipés, mais ils ne savent pas toujours à quel endroit aller trouver la bonne information. Vrai ou pas? Parce que de l'information, il y en a énormément. Tellement que si vous deviez, mes pauvres, suivre le nombre de publications, vous passeriez votre temps, sans y arriver, à lire 10% des publications. Ce qui manque, c'est pas l'information dans notre société, et pas simplement, docteur Stéphanie, pour vous les médecins, pour tout le monde, c'est la hiérarchisation de l'information. Ayons le courage de le dire. Pas d'information, ou l'immensité de l'information sans hiérarchisation, c'est la même chose. C'est la déresponsabilisation et l'incompétence. Ce qui manque donc, je le répète, c'est une information hiérarchisée, organisée, de façon à ce que les professionnels, vous puissiez savoir à qui vous adresser lorsque vous avez un doute sur une information médicale ou un doute sur une procédure. Hein? Donc nous allons investir beaucoup là-dedans. Un mot sur la rémunération pour terminer, pour mieux me faire comprendre. Vous-même, vous avez terminé de façon très élégante en disant « je ne fais pas mon métier pour ça, mais ce n'est pas une raison pour se moquer de moi ». Vous l'avez dit mieux, mais ça voulait dire ça. Oui, c'est incontestable. Alors, voilà. Hein, c'est pas parce que j'aime mon métier, que je suis dévoué à mon métier, que j'ai la vocation, que je dois moi-même accepter la déclassification sociale et économique. Mais bien sûr. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que je pense que ceux qui idolâtrent l'argent et ceux qui le détestent sont les mêmes.
c'est la même pathologie. L'argent n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. Il faut accepter d'en parler sans le diaboliser et sans le déifier. C'est la même chose. C'est la même chose. Ceux qui le détestent et ceux qui l'adorent. C'est le même principe. C'est un rapport anormal avec quelque chose qui n'est que la conséquence d'un travail. Voilà. Et je pense que, contrairement à ce qu'on croit, on dit oh, je déteste ça, c'est très suspect. Je pense d'ailleurs la même chose entre celui qui accumule les objets ou celui qui perd systématiquement ses affaires. Ça se rejoint. C'est celui qui a la frénésie maniaque de garder tous ces objets et celui qui a la même frénésie de les disperser. Au fond, ça traduit un même malaise assez profond. Donc, on doit pouvoir parler de rémunération, de pouvoir d'achat, de reconnaissance d'une capacité professionnelle sans avoir à rougir. C'est normal. Alors, nous voudrions réfléchir à un système en 3 étages. Premier étage, le paiement à l'acte. Je vous le dis, docteur Stéphanie, moi je refuserais que le seul avenir de la médecine de proximité soit le salariat. Parce que ce jour-là, vous perdrez beaucoup. Et vous-même, docteur Stéphanie, quand vous avez dit « j'ai pas voulu intégrer le pôle d'Orbec parce que je veux rester indépendant », c'est exactement ce que vous avez dit, à votre manière. Mais c'est ce que vous avez dit. Et il faut qu'on garde des Stéphanie dans la médecine de proximité, et pas simplement dans la médecine de campagne. Mais une personnalité comme lui, au caractère apaisé, qui ne dit pas ce qu'il pense et qui est assez réservé, je ne suis pas sûr que le salariat groupé... Non mais on pourrait discuter, monsieur Stéphanie, ensemble. On a peut-être des points communs. Je ne suis pas persuadé que ça soit adapté. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal pour un médecin de vouloir être salarié. Ça ne veut absolument pas dire ça. Donc, premier étage, le paiement à l'acte. Deuxième étage, on pourrait imaginer une part de rémunération forfaitaire qui finance, docteur Stéphanie, certaines activités ou certaines contraintes. Parce que selon les régions, il y a des contraintes qui obligent le professionnel de santé, infirmier, kiné ou médecin, à assumer cette contrainte. Par exemple, dans la campagne, tout le monde n'a pas un hôpital exactement au pied de sa porte. Donc on pourrait parfaitement imaginer une rémunération complémentaire forfaitaire. Et puis un troisième niveau qui serait défini en fonction des objectifs de santé publique et des réalisations de qualité et d'efficience. Voilà. À quoi sert-il d'avoir des objectifs de santé publique si personne ne s'occupe de les réaliser? Et s'ils sont réalisés dans certaines régions, est-ce que les médecins y sont pour quelque chose ou pas? Et s'ils y sont pour quelque chose, est-il normal ou pas de les en gratifier? Vous voyez, docteur Stéphanie, que c'est bien loin de la caricature qui est parfois faite. Que mon truc n'est même pas si malhabile que ça. Non mais, si vous laissez... Quand on a un système bloqué, tout le monde dit « je ne suis pas content du système ». Et dès que quelqu'un dit « bon, vous n'êtes pas content, c'est bloqué, on va le débloquer, on va te... » Ah non, j'ai peur que ça soit pire. C'est pas vrai? Bon, mais avec ça, comment on avance? Comment on fait progresser le pays? Comment on amène d'autres jeunes dans votre métier? Comment on fait que vous soyez plus heureux de votre métier? Comment on fait que vous soyez plus épanoui dans votre métier? Comment on reconnaît mieux votre place dans la société si on ne bouge pas? Bien sûr, moi, vous savez, docteur, tous les jours, j'ai le conseil suivant. Ne fais pas, tu feras après. Il y a des gens qui ne vont pas être contents. Mais ceux qui me disent ça ne savent pas que même si je fais rien, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais moi, je pense que si je fais rien, ils ont raison de ne pas être contents. Parce que je n'ai pas été élu pour faire rien. Vous comprenez? Donc,
pourquoi je m'engage tellement dans l'avenir de votre profession, des professions de santé et médecins? Parce que je vois bien qu'il y a un problème identitaire et qui ne va pas se résoudre tout seul. Je vois bien qu'il y a de la crainte, je vois bien qu'il y a de l'émotion, je vois bien qu'il y a des habitudes. Mais de temps en temps, allez, ensemble, on va bouger le système, on va l'améliorer et on va rester, pour les patients français, à la pointe de la médecine du monde. Le monde bouge, on ne peut pas rester calé sur nos certitudes. Les campagnes bougent, docteur Stéphanie. Les familles bougent. Les enfants ne sont plus les mêmes. La campagne prend davantage de monde. On repeuple la ruralité. La nostalgie n'est pas une stratégie. Elle est une humeur que je peux comprendre, mais n'est pas une stratégie. Vous-même, dans la campagne, vous voulez vivre sur votre territoire que vous aimez. Mais pour rester fidèle à ce territoire, il faut évoluer. Vous comprenez, c'est très important de comprendre ça. Dans votre domaine comme dans tous les autres, il n'y a pas d'alternative possible. Le monde ne nous attend pas. Le monde change profondément. Nous devons changer pour rester nous-mêmes. La meilleure façon de rester nous-mêmes. Les Français sont très attachés au système de sécurité sociale français et à la médecine française. Mais pour que cette médecine reste ce qu'elle est, elle doit évoluer. Parce que si elle n'évolue pas, le système perd alors son efficience. Est-ce que vous comprenez? C'est justement parce que je suis conscient de cette richesse que je veux la faire évoluer. Et que j'ai demandé à Xavier Bertrand de prendre en charge ce secteur aidé de Nora. Parce que je pensais qu'il fallait vraiment un ministre de grande dimension politique pour porter sujet, au vrai sens du terme, des affaires de la nation, pour porter ce sujet qui n'est pas un sujet technique ou corporatiste. C'est ce que vous comprenez. Parce que la façon dont on traite les professionnels de santé dans un pays, c'est la façon dont on traite la société dans ce pays. Et si je m'engage à ce point, je sais bien que c'est sensible, que c'est difficile. Tellement de gouvernements ont échoué sur ce sujet. Moi, je ne renonce pas, docteur. Et je ne renoncerai pas. Voilà. C'est trop important pour renoncer. Et donc, même sur la question des rémunérations, on fera évoluer le système parce qu'aujourd'hui, personne n'est content. Voilà. Merci. Merci, Président. Encore une question, parce que finalement, le citoyen, le malade, le patient est au centre de vos préoccupations. Donc, si vous avez quelques instants, je vais donner la parole à Madame Carole Petit, qui souhaite vous dire ses attentes. Monsieur le Président, j'aimerais représenter les patients de notre région. Ceux qui sont au fond de la campagne, ceux qui vivent tout seuls, ceux qui sont en fin de vie, ceux du 3e âge et du 4e âge, qui sont seuls chez eux, les mères de famille avec une fratrie. Et actuellement, un souci demeure. Il faut tomber malade de bonne heure le matin, si on veut être sûr d'avoir son médecin. Ou d'avoir tout simplement un médecin. Et ça, c'est vraiment, je crois, un souci pour les patients de notre région. On est très attaché à avoir son propre médecin. Comme nous disions tout à l'heure, notre médecin de famille, notre médecin de campagne. Mais malheureusement, quand on téléphone fin de matinée et qu'il est déjà débordé jusqu'au soir, ça ne peut pas toujours attendre pour la mère de famille. Pour la personne âgée qui souffre ou qui a peur, l'angoisse de la maladie. On ne peut pas attendre demain. Il faut essayer d'être consulté par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours évident. Et quand les gens ont bien peur, que fait-on? On file aux urgences. Vous en parliez tout à l'heure. C'est une solution pour la personne qui a peur, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit une solution pour les hôpitaux. On aurait un peu plus de médecins. Je crois que ça rassurerait la population. Et ma question, Monsieur le Président, c'est: aura-t-on toujours des personnels de santé pour nous soigner dans nos régions? Alors, Madame Petit, c'est une bonne question pour terminer. C'est un paradoxe. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France, 210 000. Jamais.
et en même temps, il y a des spécialités qui sont en voie d'assèchement, comme vous le savez, et des régions, dont la vôtre, qui sont des déserts médicaux, et des quartiers de ville qui sont en surdensité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? La première chose, nous allons développer un système d'incitation, parce que je crois de moins en moins à l'obligation. Je crois de plus en plus à l'incitation. Et nous avons donc décidé de financer les études d'un certain nombre d'étudiants en médecine, nous l'État. En échange de ce financement, ces étudiants en médecine devenus médecins s'installeront pendant quelques années dans une région où il y a une sous-densité médicale. Moi, j'estime que personne ne peut nous reprocher ce système. Je me fais bien comprendre. Si l'État paye par des bourses les études des étudiants, il n'est pas anormal qu'ils demandent pendant 3 ans, pendant 5 ans, à ces étudiants devenus médecins de rembourser en quelque sorte l'État, la société, en allant exercer dans une région où il n'y a pas ces médecins. Nous avons prévu 400 contrats pour les jeunes étudiants et internes cette année. 200 ont d'ores et déjà été signés. C'est-à-dire qu'il y a 200 médecins qu'on va envoyer de leur plein gré en échange de ce financement. D'abord, c'est très bon pour la démocratisation des études médicales parce que ça permet à des jeunes issus de familles de milieux modestes d'avoir leurs études payées, quand même. Et en échange, ça va permettre à des régions de voir arriver des médecins. C'est ce qu'on leur demande. Je crois beaucoup à cela. Deuxième remarque, qui est liée à ce que je disais au docteur Stéphanie pour la rémunération. Je vais m'expliquer. L'offre médicale dans les zones qui manquent de médecins. L'offre médicale dans les zones qui demandent de médecins. De mon point de vue, c'est un service public. Le fait que ça soit exercé par un libéral n'empêche pas que c'est une mission de service public. Oui, c'est une mission qu'on confie à quelqu'un. On dit, il n'y a pas de médecin dans cette région, vous êtes un libéral, vous allez exercer en libéral, mais puisqu'il n'y a pas de médecin et pas de service, c'est une mission de service public. Question, une fois qu'on accepte ce raisonnement, est-ce qu'on ne doit pas en tirer une conséquence sur la rémunération de celui qui exerce une mission de service public? Oui, docteur Stéphanie, je suis têtu, j'y arrive. Non mais est-ce que vous voyez ce qui me permettrait, à ce moment-là, nous pourrions, nous tous ensemble, résoudre le problème de la sous-démographie médicale, résoudre le problème de la rémunération du médecin. Il ne serait pas anormal, à mes yeux, que dans une région où il y a une sous-démographie médicale, celui qui prend le risque d'exercer ait une rémunération qui tienne compte de cette mission de service public qu'il remplit. Enfin, je m'explique. Dans tel quartier de la capitale où il y a des médecins dans la même rue, on ne peut pas me dire que c'est la même mission de service public que dans tel canton de la Lozère où il n'y a pas un médecin à 50 km à la ronde. Et dans ce cas-là, je souhaite que les ministres puissent poser la question de la rémunération de ce médecin qui rend Lozère. Je pourrais prendre un autre exemple, Montpellier. Montpellier, qui est une capitale régionale formidable avec des facultés de médecine et des centres hospitaliers de grande qualité. Montpellier, c'est le Languedoc-Roussillon. Dans le Languedoc-Roussillon, il y a la Lozère. C'est exactement la même région. Faut-il considérer que celui qui exerce à Montpellier exerce la même mission de service public que celui qui exerce en Lozère, où la qualité de la vie est excellente? Je dis non. Est-ce que je me fais comprendre? Et je reste parfaitement raccord, pour prendre une expression des jeunes, avec l'exercice libéral de la médecine de proximité. Mais on peut être un libéral qui exerce une mission de service public. C'est une deuxième réponse, Madame Petit, à votre question. Troisième réponse pour en terminer. Enfin, j'ai encore une autre chose à vous dire. L'affaire très difficile des permanences, des gardes. Bon, vous l'avez dit joliment, il vaut mieux tomber malade un jour, 2 semaines, à une heure ouvrable. Bon, on ne fait pas exprès.
Mais l'exemple du Calvados montre bien, grâce à l'implication très forte de l'Union régionale des médecins libéraux, vous avez un dispositif de permanence des soins qui fonctionne. Chacun a pris ses responsabilités, je vous rends hommage. C'est la vérité. Les médecins libéraux dans votre région ont pris leurs responsabilités. Ça n'a pas été le cas partout. Ça n'a pas été le cas partout. Hein? J'ai dit ce que je pensais des urgences à l'hôpital, mais je dis aussi aux médecins libéraux, la question de la permanence des soins vous concerne. On ne peut pas s'en laver les mains. Moi, je ne suis pas venu pour dire une chose que je ne pense pas à ce point-là. Vous êtes concernés par la permanence des soins. Je précise, on peut aussi imaginer une rémunération sur cette mission de service public qui consiste, dans un domaine où il n'y a pas d'hôpital, à rémunérer cette permanence des soins. J'ajoute que dans les domaines où il y a des hôpitaux, ça fait bien longtemps que je pense qu'à l'entrée des hôpitaux, il doit y avoir 2 services d'urgence. Le service d'urgence pour les maladies aiguës, l'accident, la crise cardiaque, tenu par l'hôpital, le médecin hospitalier, mais on pourrait très bien imaginer une deuxième urgence, les urgences du quotidien, qui pourraient être tenues par des médecins libéraux qu'on rémunérerait pour ça. Qui a dit que les seules urgences doivent être celles de l'hôpital? On pourrait parfaitement, à l'hôpital, imaginer 2 fils. Hein, le Panari, la migraine, ou l'angoisse avec les médecins libéraux, et puis à côté, un autre service d'urgence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 2 mondes séparés, la médecine libérale d'un côté, l'autre. On peut parfaitement imaginer, avec les unions de médecins libéraux, qu'on imagine une collaboration sur la gestion des urgences avec les hospitaliers. Pourquoi pas? Qui serait scandalisé de cela? Et j'ajoute qu'on mettrait fin ainsi à la crainte de certains médecins quand on confie le patient à l'hôpital de ne plus en entendre parler après. C'est toute la question. Mais oui, je sais que ça ne se pose pas ici, mais enfin ça doit se poser ailleurs. Hein? Quand on envoie un patient à l'hôpital, que l'hôpital s'en sert, qu'on n'a pas de retour, on se dit qu'est-ce qui se passe? C'est quand même quelque chose qui existe de temps en temps. Et vous le savez bien, même si on n'en parle pas. Hein? Et donc, moi je verrais avec des avantages à ce que les ministres organisent des expérimentations, comme il en existe très peu, d'un double service d'urgence et des urgences prises en charge par les médecins libéraux. Et là aussi, on peut prévoir une rémunération. Pourquoi pas? Hein? Voilà. Écoutez, je voudrais terminer en vous disant que Xavier Bertrand et Nora Béra vont revenir sur certaines mesures qui ont été mal comprises par les médecins libéraux. Et donc, au début de cette année, vont être abandonnées les déclarations d'absence et le projet de contrat santé-solidarité. Et nous l'abandonnerons dans le cadre de la proposition de loi du sénateur Fourcade. On va mettre ces mesures. Bon, vous savez, je considère que quand quelque chose n'a pas fonctionné, il faut en tirer les conséquences, ne pas s'entêter et passer par un autre chemin. Voilà. Ça s'appelle du pragmatisme. Et la France a besoin de beaucoup de pragmatisme et de moins d'idéologie. Voilà. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, je préfère qu'on dise ça ne fonctionne pas, on le retire, on se remet autour de la table, on discute et on essaie de trouver la bonne solution. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre patience et de votre écoute. Merci à Elisabeth Huber pour son travail. Ça fait une grosse feuille de route pour Xavier Bertrand et Nora Béra, mais vous avez compris que je les soutiens totalement et que les décisions seront prises extrêmement rapidement. Bonne journée.